Rejoindre le monde d'en face. Traverser la baie. Une curiosité, puis une obligation qui a poussé l'homme, dès les premiers temps de son histoire, à mettre au point des procédés de construction pour franchir ces obstacles. Les ponts sont à la fois des prouesses techniques et des traits d'union entre les hommes. Léa Bello est géophysicienne. Elle va partir sur les traces de constructeurs d'exception. Et c'est là que c'est vraiment impressionnant. Faut pas avoir le vertige. Dévoiler les secrets de l'édification d'ouvrages emblématiques. Les Romains avaient l'ambition de construire pour l'éternité. Ce pont était exceptionnel pour l'époque. C'était celui qui avait la portée la plus longue. Et découvrir les défis que les ingénieurs ont dû relever pour construire plus haut et plus loin. Aucun ingénieur sensé n'aurait choisi cet emplacement pour construire un pont. Malheureusement, c'était là où nous avions besoin d'un pont. Une enquête scientifique pour comprendre comment les hommes ont pu concevoir et édifier ces ouvrages où le génie humain s'exprime dans le génie civil, à la conquête de l'autre rive. Léa Bello est docteur en géophysique, spécialisée dans l'étude de la dynamique interne de la Terre. Elle va mettre ses connaissances au service de l'étude des ponts, de leur évolution et de leur spécificité technique. La première étape de son enquête l'emmène au nord-est de l'Inde, dans l'état du Meghalaya, à la découverte d'un trésor caché. Bonjour Denis. Bonjour Léa, bienvenue. Merci. C'est très brumeux ici. C'est le Meghalaya. En sanskrit, Meghalaya signifie la demeure des nuages, là où les nuages rentrent à la maison. Ah. J'ai entendu parler des ponts vivants. Est-ce que vous m'emmenez? Bien sûr. Les ponts sont là-bas. Il faut descendre dans la vallée. Donc on va devoir descendre dans la jungle? Oui, suivez-moi. Denis Ryan est tombé amoureux de cette région il y a une trentaine d'années. Il est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de sa préservation. Au cœur de cette forêt tropicale, le village de Cherrapunji est le plus pluvieux de la planète, avec un record de précipitation de 26 mètres cumulés en un an. Faites attention, c'est très glissant ici. Doucement. Voilà le pont de racines vivant. Regardez ces racines. On se croirait dans un conte de fées. Et ce pont, il est encore utilisé? Tous les jours. Tous les jours, les gens qui vivent au village là-haut passent par là pour accéder à leurs plantations. D'ailleurs, la plupart du temps, il y a tellement d'eau que sans ce pont, ils ne pourraient pas traverser. Quel âge il a, ce pont? Il a plus de 250 ans. 250 ans? Ce genre de construction est utilisé depuis des centaines d'années dans cette région. Donc c'est quelque chose d'assez commun ici. Et c'est un type d'arbre spécifique? C'est un Ficus elastica. Il a des longues racines qui s'appuient sur les rochers et qui vont jusqu'au ruisseau. C'est pour ça qu'on a commencé à utiliser ce type d'arbre. Ça pousse vraiment très bien le long des cours d'eau. Et regardez la taille de ses racines. Ce pont est tellement solide qu'il pourrait supporter 100 personnes. C'est assez solide? On peut sauter pour vérifier. C'est très robuste, ça tremble à peine.
Située à la frontière du Bangladesh, un tiers de la surface de cette province est recouvert d'une végétation dense et humide. De nombreux cours d'eau serpentent à travers la vallée et sont autant d'obstacles au déplacement des villageois. Depuis près de 500 ans, ils domptent astucieusement la nature afin de construire des ponts en détournant le système racinaire des arbres. Un savoir ancestral que maîtrisent encore quelques hommes. Haliwar, chef de village, en est l'un des derniers détenteurs. Ce pont a environ une 60aine d'années. Il était inachevé et c'est moi qui ai poursuivi la construction jusqu'ici pour qu'on puisse traverser. Félicitations. Est-ce qu'on peut aller voir comment il répare et il construit ce pont? Oui. Ces racines sont fines, mais on les assemble comme ça, pour qu'elles se lient et deviennent plus fortes. Après, on met les racines dans un bambou qui va les nourrir en pourrissant. Ok, donc quand ça moisit, ça nourrit, en plus de les avoir guidés jusque-là, ça nourrit les racines. Regardez, je fais un nœud comme ça, et là, je tire la racine comme ça. Encore un tour. Un plus, ah d'accord. Voilà, voilà, c'est bien comme ça. Et en grossissant, ça deviendra comme ça. Donc là, je viens de réaliser un bout du support du pont. C'est ça. Je suis la première femme française à savoir comment faire. Merci de m'avoir appris. Merci, merci. Koblai. Délaissés dans les années 80 au profit de ponts en béton, les ponts vivants font l'objet d'un programme de réhabilitation depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, les habitants protègent ces merveilles de la nature. Au total, la vallée compte une vingtaine de ces structures, dont certaines mesurent jusqu'à 20 mètres de long. Ah oui, celui-là, il est beaucoup plus étroit et beaucoup plus haut. C'est magnifique, on passe entre les racines de l'arbre. Je vais vous montrer le dernier, mais pas des moindres. C'est le plus beau pont ici. Il y a 2 ponts. Voici le pont à double niveau. C'est le meilleur pour la fin, là. C'est un pont très spécial. C'est le seul pont double du monde. Il est vraiment unique. On a vraiment de la chance d'être là, du coup. Au début, les gens n'avaient fait qu'un seul pont. Une fois que les racines se sont rejointes, ils descendaient pour remonter ensuite à pied après le pont. Donc pour gagner un peu de temps, ils ont construit un autre niveau. Ah, c'est un raccourci, en fait. Il va encore durer très longtemps, non? C'est quelque chose qui nous survivra. Et c'est les seuls ponts qui continuent à devenir de plus en plus forts jour après jour. C'est vraiment magnifique. Uniques au monde, les ponts vivants du Meghalaya sont également les seules structures qui deviennent plus résistantes au cours du temps. Cet exemple exceptionnel de bio-ingénierie illustre la manière dont l'homme apprivoise son environnement pour construire des passerelles, lui permettant de surmonter les obstacles naturels. Les tout premiers ponts de l'histoire sont d'ailleurs constitués de végétaux. Lianes, cordes, planches de bois. Des ponts primitifs qui perdurent dans certaines parties du monde, comme dans les contreforts de l'Himalaya. Dans les régions moins boisées, les hommes se tournent vers un matériau plus résistant, la pierre. Quelques-uns de ces ponts préhistoriques sont encore visibles de nos jours. Au cours des derniers millénaires avant notre ère, la pierre domine ainsi l'histoire des ponts, jusqu'à atteindre une maîtrise parfaite au temps des Romains.
Pendant près de 5 siècles, Rome et son empire règnent sur l'Europe et le monde méditerranéen. Pour étendre leur territoire, les Romains développent alors un important réseau de routes et de ponts. Ce peuple de bâtisseurs édifie de nombreux ouvrages en pierre. Plusieurs d'entre eux sont parvenus à traverser près de 2000 ans d'histoire. Quelles étaient leurs méthodes de construction et de quels outils disposaient-ils? Léa Bello se rend dans le sud de la France, au pont du Gard. Avec ses 1,5 million de visiteurs annuels, c'est le monument antique le plus visité de France. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Léa. Il est imposant, hein? Jean-Louis Paillet est archéologue et architecte. Il a passé sa vie à étudier les aqueducs romains et connaît le pont du Gard dans ses moindres détails. Jean-Louis, il date de quand ce pont? Nous avons trouvé du matériel qui a permis de le dater des années 40-50 après Jésus-Christ. Sa hauteur est de l'ordre de 47,60 mètres et sa longueur est de l'ordre de 275 mètres. Cet emblématique vestige est le plus haut pont aqueduc romain du monde. Ces 3 étages comptent respectivement 6, 11 et 35 arches. La voûte existe depuis l'époque babylonienne, mais ponctuellement. Mais la solution proposée à l'époque romaine, ça a été plus souvent de créer une voûte en plein cintre et de reporter les charges sur des piles bien fondées et bien soignées, qui permettaient d'avoir des portées plus ou moins grandes, qui vont de quelques mètres à parfois 35 mètres. Une fois les piles construites dans le lit de la rivière, il s'agit d'installer les arcades. Les voûtes cintrées forment une structure pouvant franchir le vide par arches successives. Leur construction nécessite un support solide, appelé le cintre. Ce dernier est constitué de 2 arcs de cercle en bois, ayant le profil exact de la courbe de la voûte. Il s'agit en fait de son moule. Les blocs de pierre sont ensuite disposés sur la partie supérieure du cintre en bois, la dernière pierre étant la clé de voûte. Au premier étage du pont, les arches sont ainsi formées de 3 tranches parallèles de pierre. Cette forme a permis aux Romains de construire des arches ayant des portées jamais atteintes. Mais elle présente une limite. Au-delà d'une quarantaine de mètres, la quantité de pierre est trop importante et la voûte s'effondre sous son propre poids. On dit souvent que les Romains sont les plus grands constructeurs de l'Antiquité, mais qu'est-ce qu'on connaît exactement des techniques de construction et des méthodes qu'ils utilisaient? On connaît énormément de choses et pas tout complètement. D'abord, pour les techniques de construction, c'est absolument remarquable. C'est évident que leur ingénierie a dépassé les limites des ingénieurs grecs, qui étaient aussi des grands savants. D'ailleurs, Vitruve, l'architecte ingénieur latin, nous a laissé le seul livre que nous connaissions et qui nous sert à nous pour faire toutes les études sur l'archéologie antique. Vitruve est l'auteur du seul traité qui subsiste aujourd'hui sur l'architecture de l'Antiquité. Il y expose l'art de la construction romaine et recense les outils et les techniques utilisés par les Romains. Du point de vue théorique, on y apprend leur sens aigu de la proportion. Les lignes des bâtiments affichent des dimensions harmonieuses et font intervenir des nombres incommensurables, tels que pi ou encore les racines carrées de 3 ou de 5. Les Romains avaient l'ambition de construire pour l'éternité. Comme ils utilisaient des nombres infinis, ça leur permettait justement d'atteindre l'absolu, mais aussi, grâce à ce système géométrique, le maçon connaissait parfaitement ces méthodes-là, donc il pouvait reproduire sur le terrain, à une plus grande échelle bien sûr, le dessin qui était fait par l'architecte. Donc là, on est sur les fondations du bâtiment. Exactement. C'est une fondation qui est taillée à l'intérieur du socle rocheux en pierre extrêmement dure, probablement parfaitement horizontalement. Et par-dessus, il y a ce qu'on appelle une sortie de fondation, avec des blocs énormes
On a mesuré grossièrement ceux qui sont là, ils font plus de 4 tonnes. Et ensuite, après, on a les premières assises de l'élévation de la pile, et ici en particulier de l'avant-bec. Et ce bec, il permettait de diminuer la pression de l'eau sur l'édifice. Exactement. Le Gardon a de très très grosses crues qui montent sur environ 5 à 6 mètres de hauteur. Et là, c'est une astuce pour que les eaux puissent passer plus facilement. Ces piles entravant l'écoulement de l'eau, les Romains ont agrandi le lit de la rivière en taillant directement la roche des rives. Et ici, ces traces-là, c'est les traces des carrières. Vous avez ici encore les traces, effectivement, les traces de l'extraction de la carrière qui était faite avec un outil qu'on appelle le pic de carrier. Donc là, je touche des traces qui ont 2000 ans. Oui, oui. Les 50 000 tonnes de pierre qui composent l'ouvrage ont été taillées dans une carrière située à quelques centaines de mètres. Et c'est de cette même carrière que seront extraits les blocs utilisés au XVIIIe siècle pour construire un nouveau pont permettant le passage croissant des piétons et des charrettes. Sur les arches, là, on dirait que les blocs de pierre, ils sont posés les uns contre les autres. Il n'y a pas de mortier? Pas du tout, pas du tout. C'est posé à joint vif. Les blocs sont usinés parfaitement. Ils sont traités sur le plan horizontal de telle manière que le lit d'attente et le lit de pose de chaque assise de bloc soient parfaits afin que les charges verticales puissent se transmettre d'en haut jusqu'en bas, jusque dans les fondations pour permettre une bonne stabilité du pont. Donc c'est le frottement entre les différents blocs qui a permis de faire d'assurer une étanchéité parfaite dans les joints. Et finalement, qu'est-ce qu'on sait de l'architecte qui a conçu ce pont? On ne sait rien de lui, on ne sait pas qui il est. En revanche, il nous a, semble-t-il, laissé au moins de messages. Sur l'une des piles du monument, il est inscrit Mens totum corium, ce qui veut dire que la totalité de la façade de cet aqueduc a été composée suivant les règles de composition géométrique habituelles qui étaient utilisées par les architectes de l'Antiquité. Si le pont du Gard est un modèle d'esthétisme et de perfection architecturale, il a d'abord été érigé pour remplir une fonction précise, apporter de l'eau à Nîmes, une des plus importantes villes de Gaule, avec ses 20 000 habitants. Donc ici, on est dans la canalisation du pont du Gard. Oui, oui, là on est réellement dans la partie de l'ouvrage dans laquelle circulait l'eau qui était prise à usage et qui allait jusqu'à Nîmes. Je dirais en souriant que Nîmes n'avait pas besoin d'eau, parce qu'à Nîmes, il y a de l'eau. Mais l'eau de la source de la fontaine, elle sortait à un niveau trop bas qui rendait quasiment impossible de distribuer de l'eau de cette fontaine dans les robinets ou dans les fontaines de la ville de Nîmes. Et les besoins impliquaient qu'il fallait apporter de l'eau pour alimenter les thermes, les fontaines, et évidemment un certain nombre de maisons aristocratiques, de gens bien de la ville de Nîmes qui en avaient besoin pour leur luxe, et aussi pour vivre à la romaine. Le choix de la source se porte sur celle de l'Eure, près d'Uzès, située à plusieurs dizaines de kilomètres. Mais en plus de la distance, les concepteurs du pont doivent affronter une autre difficulté. Ils ont essayé de trouver une source qui soit un peu plus haute que le niveau d'arrivée, mais malheureusement, elle n'était que 17 mètres plus haute que l'endroit où il fallait arriver, ce qui a imposé aux constructeurs de l'aqueduc de créer un aqueduc avec une pente très très faible, extrêmement faible, l'une des plus faibles de l'Antiquité. C'est combien à peu près? C'est 24 cm au kilomètre. Un dénivelé équivalent à seulement 1 mm tous les 4 mètres. En dépit de savants calculs, impossible d'assurer une pente régulière sur les 50 km de l'aqueduc, en particulier au niveau du pont du Gard. Ce qui veut dire, regardez bien ma main, vous avez une canalisation qui a une pente comme ça, assez forte, puis une pente faible, une pente très faible, puis une pente forte. Ça veut dire que dans la partie centrale, l'eau se déplace plus lentement que dans la partie haute. Le résultat, l'eau est montée dans la canalisation. Et à un moment donné, quand ils ont mis un eau, ils se sont aperçus que l'eau débordait du pont du Gard. Donc on avait d'abord un mur qui arrivait jusqu'ici, et puis c'était pas assez haut, l'eau débordait, donc on a construit jusqu'en haut. Exactement. Ce chef-d'œuvre de l'architecture antique fournit de l'eau à la ville de Nîmes pendant près de 5 siècles.
jusqu'à la chute de l'Empire romain. Véritable génie de la construction civile, les Romains édifièrent des ponts de hauteur et de portée sans précédent. Éclipsée pendant 500 ans, la réalisation de tels ouvrages ne reprend qu'à partir de l'an 1000, avec l'avancée du christianisme et la montée en puissance de l'Église. Les constructeurs du Moyen Âge se réapproprient alors les méthodes des architectes romains. Au cours des siècles suivants, certains de ces ponts se distinguent par l'édification de maisons d'habitation. La plupart ont disparu, comme le vieux pont de Londres ou le pont Notre-Dame à Paris. D'autres ont vaillamment subsisté, comme le pont Rialto de Venise ou le Ponte Vecchio de Florence. Mais aucune réelle évolution architecturale n'est observée jusqu'à la Renaissance. Entre l'Empire romain et le Moyen Âge, on observe finalement assez peu de ruptures d'un point de vue technologique. En fait, les principales ruptures se produiront plus tard, à partir de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, avec un allègement tout à fait notable de la ligne générale des ponts. Peu à peu, les voûtes de plein cintre, en demi-cercle, laissent place à des arcs elliptiques offrant une portée plus importante. Les profils des ponts s'amincissent et s'allègent. Moins lourds, ils peuvent alors franchir de plus grandes distances. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'apparaisse la première rupture technologique avec Jean-Rodolphe Perronnet. Considéré comme l'inventeur de l'ingénierie moderne, ce Français est le premier directeur de la prestigieuse école des ponts et chaussées. Il est aussi le premier à comprendre le fonctionnement structurel des voûtes en maçonnerie. Perronnet établit que les arches ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais que les efforts de poussée s'équilibrent entre les travées. Cette observation capitale permet de réduire considérablement l'épaisseur des piles des ponts. Perronnet divise par deux l'épaisseur des piles. Plus généralement, c'est quelqu'un qui vraiment témoigne d'une compréhension un peu systémique, on pourrait dire aujourd'hui, de la façon dont ces ponts fonctionnent. Donc c'est un pont de nature finalement assez différente du pont traditionnel. Et toutes les travées pèsent comme ça, chacune en équilibre, ce qui permettait d'ailleurs, typiquement, le pont d'Avignon, une travée s'écroule, les autres subsistent. Le pont moderne est un pont beaucoup plus solidaire, dans lequel les efforts, si vous voulez, circulent d'arche en arche jusqu'au culé. La pierre domine ainsi l'histoire des ponts jusqu'à la révolution industrielle. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, la maîtrise du fer autorise les ingénieurs à dessiner des structures avec de nouveaux profils. Le fer représente vraiment une très grande révolution pour les ponts. C'est à peu près 60 fois plus résistant à la compression, etc., que la pierre. Donc ça va permettre d'alléger considérablement les structures. Le fer, ça résistera encore une fois aux efforts de traction et pas uniquement à la compression. Du coup, on peut s'affranchir de la forme de l'arche, qui était la forme dominante pour les ponts depuis les Romains. Le fer permet aux constructeurs d'élaborer des ponts avec des barres métalliques disposées de manière triangulaire. Plus légers mais aussi plus résistants, ils parcourent ainsi des distances plus importantes. Le développement considérable du réseau des voies de chemin de fer exige de nouvelles solutions techniques pour enjamber les rivières et les vallées. Les ingénieurs vont tout oser. Traverser les gorges les plus profondes, là où personne n'aurait imaginé implanter un édifice et s'imposer face à la nature. Le viaduc de Garabit est un exemple frappant de cette audace. Il est l'œuvre de Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire et constructeur hardi, dont les ponts solides et élégants s'élèvent à des hauteurs qui donnent le vertige à ses contemporains.
Léa Bello se rend à l'aérodrome de Coltine, dans le Cantal. Elle y rejoint Patricia Vergne-Rochès, spécialiste de l'histoire de cet ouvrage. Donc là, on voit la chaîne des Puys et le volcan du Cantal. Oui, c'est ça. Le Cantal, le plus grand stratovolcan d'Europe. Ah, le viaduc. Oui, ça y est, on est au-dessus. Situé au cœur du Massif central, le viaduc de Garabit traverse un relief très accidenté. Long de 565 mètres et haut de 120 mètres, il repose sur 7 piles et une arche principale dont la portée atteint 165 mètres. Du coup, on va pouvoir aller le voir de plus près. Voilà. Avant la construction de ce pont, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il n'y avait rien. À Garabit, vraiment, il n'y avait rien. Il a fallu justement ouvrir des voies de communication pour arriver jusqu'au chantier. Et puis après, il a fallu installer des bâtiments pour justement loger les ouvriers qui allaient travailler sur le viaduc. Mais pourquoi construire ici, du coup, s'il n'y avait rien? Eh bien justement, pour que le train puisse traverser ce territoire. Pour amener le chemin de fer jusqu'ici. Alors que le rail se développe partout en France, il manque dans le Cantal une voie pour relier directement Paris à Béziers sans contourner le Massif central. Voilà. Ah oui. Construire un pont de cette taille au 19e siècle, c'était un grand défi, non? Un véritable exploit. Et c'est un jeune homme de 26 ans, Léon Boyer, un jeune ingénieur des travaux publics, qui a réussi à imposer cette idée extraordinaire. Mais c'est pas lui qui l'a construit. Alors non, il a fait appel à Gustave Eiffel. Le chantier, titanesque, débute en 1880. La première des choses, ça a été d'ouvrir les voies pour arriver jusque sur le lieu du chantier. Ensuite, de monter un pont de service de 30 mètres de haut, parce qu'il y avait une des deux berges qui n'était pas du tout accessible par les chemins qui arrivaient jusqu'à Garabit. Et puis ensuite, c'était les assises en pierre. Donc tout le granit a été acheminé depuis la Lozère. Et le montage des assises en granit ont duré à peu près 2 ans. Donc une fois que les assises en pierre ont été construites, la structure en métal a été installée par-dessus. Exactement. Ils ont commencé en fait de chaque côté des assises par monter l'arche et de manière symétrique pour arriver à se rejoindre et le tablier au-dessus avancer de la même manière. Le viaduc prend forme en seulement 4 ans. Un tour de force technique pour l'époque. Et du coup, est-ce qu'on peut aller faire un tour dans la structure métallique? Alors normalement non, mais puisque vous êtes très chanceuse, oui. Allez, on y est presque. Ça y est, on rentre dans la structure en fer. Voilà, exactement. Là, on se rend vraiment compte du mécano géant qu'a représenté le montage de cet ouvrage d'art. Et il a toujours été rouge? Non, il a été repeint entre 92 et 98, mais avant, il était couleur minium. Comme la Tour Eiffel. Exactement. Prête à escalader? C'est parti. On y va. Le viaduc de Garabit est le laboratoire d'une technique révolutionnaire. Gustave Eiffel fait d'ailleurs breveter son système de poutres en treillis, utilisé quelques années plus tard pour édifier la Tour Eiffel. Faut pas avoir le vertige. C'est clair. Là, le vent, il s'engouffre dans la structure, il passe au travers. Oui, mais plus haut, on va justement se rendre compte de
la légèreté de l'ouvrage. Pour l'instant, on se rend compte de sa hauteur. Tout à fait. Allez, là, ça va devenir encore plus impressionnant. Les escaliers sont plus espacés, plus ajourés. Allez, ça veut dire qu'on n'est pas loin du sommet. C'est le train, ça? Oui, c'est le train qu'on entend. Il y a tout qui vibre. Il y a tout qui vibre. C'est impressionnant. Et plus on est haut dans la structure et plus ça vibre. Cette structure, elle est hypnotisante. Oui, c'est fascinant. Et c'est vraiment la signature du style Eiffel. On voit les poutres en treillis, ajourées. Oui, ça permet le passage du vent au sein de la structure. Voilà. Et on voit à quel point cette structure, elle est aérienne. Et comment il a été construit? Est-ce que l'ensemble des pièces a été assemblé ici? Alors une partie a été assemblée dans les ateliers de Levallois-Perret près de Paris. Et puis l'autre moitié a été rivetée à chaud ici sur place à Garabi. Les poutres en fer sont ici assemblées au moyen de rivets. Ces petites tiges métalliques sont insérées entre chaque élément de la structure. Une fois fondues et écrasées, en refroidissant, elles se figent et maintiennent ainsi les pièces entre elles. Alors c'est un des chiffres impressionnants du viaduc, plus de 600 000 rivets. 600 000. On monte vers le sommet? Allez, c'est parti. Et c'est là que c'est vraiment impressionnant. Ah oui. Faut pas trop se pencher. Non, faut pas regarder en bas. Regarde les cieux. En même temps, on a une belle vue d'ici. Au sommet de l'arche. On est à combien? 90 mètres au-dessus de l'eau? C'est ça, 90 mètres. Quand il a été fini, ça a dû être un événement pour la région, ce pont, non? Ah oui, mais pas seulement pour la région, ça a été vraiment un événement dans le monde du génie civil au niveau international. On a parlé de ce pont qui était un record de hauteur jusqu'aux États-Unis. Et finalement, ça a été le début de la carrière de Gustave Eiffel. Exactement, c'est un des 2 ouvrages que l'on retiendra sur la centaine d'ouvrages que Eiffel a réalisés à travers le monde. Le viaduc de Garabi et la tour Eiffel, érigés 4 ans plus tard, illustrent le génie de Gustave Eiffel et sa maîtrise parfaite du fer. Ce matériau règne sur l'histoire des ponts à la fin du 19e siècle. Les constructions se multiplient en Europe et aux États-Unis. Mais de nombreux ingénieurs méconnaissent le comportement du fer et de la fonte face au passage répété des locomotives. Souvent construits à la hâte, ces ponts sont alors le théâtre d'effroyables catastrophes. Aux États-Unis, près de 200 d'entre eux s'écroulent au cours de la décennie 1880. Ces accidents répétés marquent la fin des ouvrages en fer. Les ingénieurs se tournent alors vers un nouveau matériau bien plus résistant, l'acier, un alliage de fer et de carbone dont la mise au point fait passer la métallurgie de l'artisanat à la science. L'acier, ça a des propriétés mécaniques très supérieures, les bons aciers, au fer. Donc on peut aller encore plus loin. 2, et ça aura un impact surtout à partir du début du XXe siècle, ça se soude, à la différence du fer. Et donc, du coup, ça va complètement transformer la technologie des assemblages. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, nul n'imaginerait construire un très grand ouvrage dans un autre matériau que l'acier. L'acier ouvre ainsi la voie à des avancées technologiques fulgurantes. Partout à travers le monde, les ouvrages élancés se dressent au-dessus des rivières et battent des records avec des travées de plusieurs centaines de mètres, tel le pont du Forth en Écosse.
parallèle, au cours du 19e siècle, une autre méthode de construction voit le jour aux États-Unis, celle des ponts suspendus. Des ouvrages dont le tablier est attaché par des tiges de suspension à des câbles métalliques solidement ancrés dans les culées sur les berges. Le pont suspendu, c'est une idée très simple, et puis c'est une réalisation qui est quand même un peu compliquée. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que le câble ne va pas rompre, à une époque où être sûr des qualités du métal, c'est encore un peu compliqué. Du coup, il va y avoir des débats, parce qu'on va faire pendant longtemps des ponts avec des chaînes, puis ensuite vont apparaître les câbles, et ensuite les ensembles de câbles modernes. Les ponts suspendus sont une révolution et permettent de doubler la longueur des portées. Les suspensions peuvent retenir des charges très élevées de plusieurs milliers de tonnes. Afin de mesurer les forces en jeu, Léa Bello gagne la Bourgogne, dans le centre-est de la France. Cette usine appartient au leader mondial des câbles de pont. La physicienne y retrouve Julien Erdogan, le directeur technique de la société. Bonjour Léa, bienvenue. Alors, on va commencer par s'équiper avec des équipements de sécurité. D'accord. Suivez-moi, il y a un endroit où on va pouvoir s'installer. Avec cet ingénieur, elle va tester la résistance de différentes générations de suspension. Alors, je vous présente le banc d'essai qui va nous servir à tester les matériaux. Il est composé d'un châssis métallique qui est fixe et à l'autre bout, un vérin qui lui a une capacité de 100 tonnes. Quand vous dites 100 tonnes pour le vérin, c'est qu'il est capable de tirer jusqu'à 100 tonnes, c'est-à-dire 3 semi-remorques. En fait, c'est bien ça. Donc, il est équipé d'un capteur de force de façon à bien capter le moment de la rupture. On va commencer par cette corde en chanvre, représentative des cordes qui étaient utilisées sûrement dans les époques très anciennes pour faire les premiers ponts suspendus. Une fois la corde solidement fixée dans le banc, le vérin commence à l'étirer. Ça fait du bruit là. On peut changer de place si vous voulez. Petit à petit, les premiers fils là sont en train de rompre. Ouh. Voilà. Ça a cassé à combien? 330 kg. 330 kilos, c'est pas beaucoup. À leur début, les ponts suspendus à des cordes de ce type ne permettaient de laisser traverser que quelques piétons. Mais au 19e siècle, le défi est bien plus important. Il s'agit de laisser passer des charrettes avec des animaux. La première génération d'attaches est constituée de chaînes en fer forgé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un échantillon qui est formé d'un métal qui a la même résistance que les chaînes qui formaient les premiers ponts suspendus. Il n'y a toujours rien. En fait, ça s'est bien allongé. On voit les endroits où ça s'est déformé. Ah oui, ça s'affine. Waouh. Voilà. Donc là, ça a cassé à combien? À 4000 kg. 4000 kilos. Ouais. Et pour la corde, c'était 300 kilos. C'est bien ça. Malgré leur importante résistance, faute de connaissances aiguisées, de nombreux ponts de chaîne s'effondrent au cours du 19e siècle, tel le pont égyptien de Saint-Pétersbourg. Ce sont des Français, les frères Seguin, qui vont remplacer dès 1835 les chaînes en métal par des fils de fer tressés. Cette innovation majeure marque le début des câbles de suspension modernes. D'abord tressés avec des fils de fer, puis d'acier, à la fin du 19e siècle. Dernier test avec une tige de résistance équivalente à celle des premiers câbles d'acier. Voilà, bah c'est bon. Nous, on se décale d'un pas, parce que l'effort augmente. Là, pour l'instant, on est à combien? On est à 9400 kg.
9400 kilos. Il y a trop de suspense. Ok, on va reculer d'un pas, on va suivre à partir du moniteur. Là, ça tire toujours. Voilà. C'est impressionnant là. Oui, bah oui, effectivement, au moment de la rupture, il y a une grande énergie qui se dégage. Et ça débouche les oreilles également. Donc on était à quel effort? On était à 13 000 kilos. 13 000 kilos. Donc l'équivalent de la masse de 10 voitures à peu près. Grâce aux câbles d'acier, les ponts suspendus connaissent un fabuleux bond en avant. L'audace d'un ingénieur allemand permet d'ailleurs aux États-Unis de voir naître une des merveilles du monde moderne. Le Brooklyn Bridge à New York. Pour comprendre comment ce pont a bouleversé l'histoire de l'ingénierie et celle de la ville de New York, Léa Bello rejoint Dave Frader sur les rives de l'East River. Bonjour Dave. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un bel appareil photo que vous avez là. Merci. Ce photographe spécialiste des ponts est un véritable puits de science sur le Brooklyn Bridge. Ce pont mythique de 1825 mètres bat des records de longueur et de hauteur. Sa construction débute en 1870. Une incroyable épopée portée par l'ambition et le sacrifice d'une famille tout entière, les Roebling. John Roebling, qui a conçu le pont, n'a malheureusement pas eu la chance de le voir terminé. Il surveillait la construction du pilier sur la rive sud de Brooklyn lorsqu'un ferry est arrivé. Il ne l'a pas vu, n'a pas pu l'éviter et le bateau lui a écrasé le pied. Le seul traitement qu'il a appliqué sur sa blessure, c'est de la rincer avec de l'eau. Et il est mort du tétanos. Alors son fils, Washington Roebling, a repris le poste d'ingénieur en chef. Washington est en fait celui qui a construit le pont. Pour aider les ouvriers à creuser le lit de la rivière, il est descendu dans les caissons. Il voulait participer à la construction, pas seulement la superviser. Mais à l'époque, il ne connaissait pas ce qu'on a appelé la maladie des caissons. Il est tombé malade, il a dû rester alité dans sa chambre. Sa femme, Emily Roebling, a pris le relais en transmettant les informations et les ordres de Washington aux ouvriers. Elle a vraiment joué un rôle très important dans la construction du pont. C'était exceptionnel pour l'époque, non, qu'une femme prenne en charge la construction d'un édifice comme celui-ci? Oui, c'était tout à fait inhabituel. En fait, c'était une des premières femmes ingénieures du génie civil qui s'est formée sur le tas. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Sans Emily Roebling, le pont de Brooklyn n'existerait pas aujourd'hui. L'édification du plus grand pont suspendu du monde à l'époque est émaillée de multiples problèmes et catastrophes. À commencer par l'étape la plus ambitieuse et dangereuse du projet, l'établissement d'immenses fondations au fond du lit du fleuve. La construction des fondations fait appel à une solution novatrice. Washington Roebling fait fabriquer un immense caisson en bois cerclé de fer, long de 50 mètres et large de 30 mètres. Les imposants blocs de granit sont posés au sommet de ce coffre, qui s'enfonce au fur et à mesure dans l'eau. Arrivé au fond de la rivière, à 30 mètres de profondeur, il faut alors injecter de l'air comprimé dans cette boîte géante, afin qu'elle puisse résister à la pression exercée par l'eau sur ses parois. Dans cet espace sous pression, humide et confiné,
les ouvriers creusent pendant plusieurs mois le sol afin d'ancrer les piles dans le lit de la rivière. Les gravats et la boue sont remontés à la surface au moyen d'un conduit central. En seulement 4 ans, les 2 piles se dressent sur les rives de l'East River. À l'époque, les effets de la pression sur le corps humain sont mal connus. Entrepreneurs et ouvriers souffrent de mystérieux maux. Donc, dans les caissons du côté de Manhattan, on était à 30 mètres de profondeur, ce qui fait une pression dans les caissons d'à peu près 3 fois la pression atmosphérique. C'est pour ça que c'était si dangereux pour les gens qui travaillaient dans les caissons de remonter à la surface rapidement. Oui, je fais de la plongée sous-marine et je connais les dangers d'une décompression brutale. Remonter à la surface trop rapidement, c'est comme ouvrir une bouteille de soda qu'on aurait secouée. Le gaz carbonique s'échappe très vite et très puissamment. Eh bien, il se passe la même chose dans votre sang. C'est extrêmement dangereux et douloureux. Aujourd'hui, pour éviter ce genre d'accident, on respecte une procédure avec des paliers de décompression. Mais à l'époque, on ignorait complètement ce phénomène qu'on appelait la maladie des caissons. Pratiquement tous ceux qui ont travaillé dans les caissons sont tombés malades et beaucoup sont morts. En dépit de ces nombreuses épreuves, les piles hautes de 90 mètres sont achevées en 1875. Une fois les tours construites, ils ont commencé à installer les principaux câbles. Ok, ben on peut aller voir ça de plus près peut-être. Allons-y. Alors là, Dave, on arrive sous un des 4 câbles principaux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ils servent? Oui, les câbles principaux soutiennent l'ensemble de l'ouvrage. Et chaque gros câble est constitué de 5444 brins comme celui-ci, qui assemblés forment un câble de 45 cm de diamètre. Chaque câble peut supporter une tension de 12 000 tonnes. Et ils sont ancrés de chaque côté du pont. Et les 4 câbles principaux sont d'origine. C'est incroyable de se dire que 130 ans après, il y a encore les câbles originaux. Oui, ils sont en très bon état. Des ingénieurs qui ont travaillé sur le pont ont constaté qu'ils étaient parfaitement conservés. Ils sont en acier galvanisé. Le Brooklyn Bridge est le premier pont au monde équipé de câbles en acier galvanisé. C'est de l'acier recouvert de zinc. Le zinc s'oxyde mais ne rouille pas et il protège l'acier. Ces câbles pourraient tenir encore 200 ou 300 ans facilement. Pour prouver la solidité des câbles, le mécanicien en chef, Farrington, traverse l'East River en s'y suspendant. Au total, les ouvriers installent 23 000 km de câbles. Mais pour autant, la famille Roebling n'est pas au bout de ses peines. Lorsque Washington Roebling construisait le pont, il y a eu un appel d'offres pour la fourniture des câbles de suspension. Un autre entrepreneur, J. Lloyd Egg, a établi un devis bien moins coûteux que celui de Roebling. Il a emporté le marché et a commencé l'installation. Mais c'était un escroc qui voulait gagner beaucoup d'argent en fournissant des câbles de qualité médiocre. Washington Roebling s'en est rendu compte et J. Lloyd Egg s'est retrouvé en prison. Par sécurité, Roebling a ajouté quelques-uns de ses propres câbles à ceux déjà en place et il a achevé la construction. Au bout de 13 ans de travaux, le pont est enfin achevé. Son inauguration le 21 mai 1883 est un événement national. Tout New York était invité à l'inauguration. Le président était là, le maire aussi, la ville entière s'est arrêtée pour célébrer l'ouverture du pont de Brooklyn. Ce pont était exceptionnel pour l'époque, c'était celui qui avait la portée la plus longue. Est-ce que les gens avaient confiance en ce pont quand il a été inauguré?
Oui, mais une semaine après l'inauguration, une catastrophe a eu lieu. La chute d'une femme a provoqué un mouvement de foule, une vraie panique. Tout le monde a cru que le pont s'effondrait. Des gens sont morts dans cette immense bousculade. Alors, pour rassurer tout le monde et prouver encore une fois la solidité de son ouvrage, Washington Roebling a fait défiler un troupeau d'éléphants sur le pont. D'après moi, ce pont peut encore durer des siècles. C'est une merveille d'ingénierie et j'espère que beaucoup de gens auront la chance de découvrir ce monument exceptionnel. On va pouvoir l'admirer encore pendant plusieurs centaines d'années alors. L'allée piétonne centrale n'a pas évolué depuis l'inauguration. Les voies latérales, initialement dédiées aux charrettes, aux trains à vapeur et aux tramways, laissent quant à elles place dans les années 50 aux 6 voies actuellement empruntées par les voitures. L'œuvre de la famille Roebling est aujourd'hui connue dans le monde entier et le pont de Brooklyn est l'une des figures les plus emblématiques de la ville de New York. Plus de 130 ans après, il est encore là. Une réelle prouesse au vu des connaissances de l'époque. Il a inspiré d'autres grands ouvrages désormais célèbres, comme le Washington Bridge de l'autre côté de Manhattan ou le Golden Gate de San Francisco. D'autres ponts ont fait preuve de moins de longévité. Le fameux pont de Tacoma, dans l'État de Washington, s'effondra sous l'effet de l'ennemi numéro 1 de ces structures, le vent. De retour en France, Léa Bello va s'intéresser de près à cet accident avec Pascal Aymon, ingénieur spécialiste en aérodynamique. Last July, the nation hailed the opening of the new $6.5 million Tacoma Narrows Bridge over Puget Sound. Alors là, on voit l'inauguration du pont de Tacoma, c'est ça? Oui, il a été inauguré le 7 juillet 1940. Et ce pont, en fait, s'est mis à osciller verticalement dès le départ. Donc pendant l'été 1940, les gens venaient même voir ça, venir sur le pont, c'était une attraction. Et c'est devenu connu pour ça. Voilà, il a été connu pour ça dès le départ. Sauf que dès le mois de novembre, il y a eu une première tempête d'automne. Alors pas une grosse tempête, hein, mais 70 km/h de vent dans l'estuaire. Et là, le pont, au lieu d'osciller verticalement, s'est mis à osciller en torsion. Ah oui, là, il oscille, il se tord en fait. Ah oui, bord à bord, on a atteint presque 9 mètres d'amplitude. Et au bout d'une heure, vers 11 h du matin, toute la section centrale s'est effondrée dans la rivière Tacoma. Ah ouais, là c'est... Ah oui, bon bah voilà, c'est fini. Ce qui nous laisse un magnifique exemple historique de ce qu'il ne faut pas faire, en l'occurrence. Fort heureusement, la chute du pont de Tacoma ne fait aucune victime, excepté un chien apeuré resté bloqué dans le véhicule au centre du pont. Pour découvrir les mécanismes qui ont entraîné la destruction du pont, direction la soufflerie du Centre scientifique et technique du bâtiment. Le CSTB est un centre de référence international d'analyse et de contrôle des constructions. Olivier Flamand est le responsable des essais sur les ponts. Donc on a ici ce banc dynamique qui est conçu spécialement pour les essais sur tablier de pont. Donc ça, c'est la maquette qu'on va utiliser. Voilà, qui représente le pont de Tacoma avec ses dimensions. C'est-à-dire qu'on a bien respecté ici la hauteur des poutres de chaque côté, qui sont pleines, par rapport à la largeur du tablier. Et on a vraiment cette forme en H aplatie. À chacune de ses extrémités, la maquette est suspendue à des ressorts afin de recréer la souplesse naturelle du pont. Donc avec cette maquette,
on arrive à reproduire exactement les mouvements qu'avait le pont de Tacoma. Exactement. Comment va-t-elle se comporter dans des conditions semblables à celles de l'accident? Le modèle réduit est soumis à une augmentation progressive de la vitesse du vent pour mesurer la force minimale nécessaire à la survenue de la catastrophe. Alors déjà là, on voit qu'il y a des petites oscillations verticales qui faisaient l'attraction du pont au début. Ouais. Donc là, ça commence à partir en flexion, gentiment. Gentiment. Et on voit ce mouvement de torsion qui s'amorce. Ça y est, c'est parti. Ouais, il est passé d'un mouvement vertical à un mouvement de torsion. Voilà. Ah, ça y est, Voilà. C'est exactement l'instabilité. Et on est à presque 30 km/h. C'est beaucoup là, bord à bord. Bah, je voudrais pas être sur le tablier en train de vouloir traverser. Non. C'est pas le moment. Du coup là, si on diminue pas le vent, ça peut pas s'arrêter tout seul. Non, on a franchi le cap de l'instabilité. Donc là, on a obtenu exactement l'effet qu'on avait sur le pont de Tacoma qui a entraîné sa destruction. Oui. Et pourtant, on a une vitesse d'environ 34 km/h. Oui, parce que là, on s'est mis à la vitesse minimum à laquelle le phénomène apparaît. L'accident, il a eu lieu à 70 km/h, mais s'il y avait eu 35 km/h, oui, on l'aurait eu quand même. Et qu'est-ce qui est en cause dans ce phénomène qu'on voit? Alors, ce phénomène, ça s'appelle le flottement de décrochage. C'est lié à la forme du pont, cette espèce de hache aplatie, là, qui est une forme absolument pas bien profilée pour ça. Donc le fait que le pont était finalement mal construit, mal dessiné. Oui, tout à fait. Lorsque le vent souffle sur le pont de Tacoma, la pression de l'air s'exerce sur le bord du tablier et transmet son énergie à la structure qui commence à osciller. La route entre alors en torsion. Après la chute du pont de Tacoma, les concepteurs ont ainsi étudié plus en détail l'impact du vent sur les structures. Mais il faudra attendre les années 70 pour que l'aérodynamique devienne une science à part entière. Désormais, les tabliers des ponts sont profilés de manière à faciliter l'écoulement de l'air autour de la structure afin d'empêcher tout risque d'oscillation. Grâce à la mise au point et à la maîtrise de nouveaux matériaux, les hommes vont, au cours du XXe siècle, pouvoir construire des ponts plus grands, plus hauts, aux dimensions prodigieuses. Ainsi s'ouvre le règne du béton, roi de la construction des ouvrages d'art, d'un coût bien moindre que l'acier. Il va bénéficier de l'apport révolutionnaire de l'ingénieur Eugène Freycinet, qui invente un procédé parfait pour le génie civil, le béton précontraint. La précontrainte, ça consiste à contraindre suffisamment le béton, à le comprimer, de telle façon que les efforts de traction qui s'exercent sur lui sont plus que compensés par la contrainte qui lui est imprimée. C'est-à-dire que si vous faites une poutre avec des petits bouts de sucre, ça ne résiste pas du tout à la traction, ça part. Si vous comprimez très fortement les petits bouts de sucre, vous pouvez même poser un petit objet dessus, une gomme ou Dieu sait quoi, ça va tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'effet de désagrégation lié à la gomme, au poids de la gomme, etc., est compensé par le fait que les choses sont très serrées. Ce nouveau matériau est celui de la plupart des grands ouvrages actuels. Il va trouver une application dans des ponts mixtes, comme les ponts à haubans constitués de béton et d'acier. Les ponts haubanés permettent d'éviter les coûteux ancrages des ponts suspendus, car le tablier n'est pas suspendu à de gigantesques câbles porteurs, mais soutenu par des rangées de câbles obliques partant symétriquement de part et d'autre des pylônes. Ce nouveau modèle s'est multiplié dans le monde entier dans la seconde moitié du XXe siècle, en battant des records comme en 1995 avec le pont de Normandie et sa portée de 856 mètres.
rien ne semble pouvoir arrêter les ambitions des architectes et des ingénieurs. Pas même les colères de la Terre qui ont pourtant anéanti nombre de leurs ouvrages. Comme le tremblement de terre de Kobe au Japon en 1995. Léa Bello se rend en Grèce. Là où des ingénieurs ont déployé des trésors d'inventivité pour s'affranchir de contraintes particulièrement sévères. Au niveau du golfe de Corinthe se dresse le pont de Rion Anti-Rion. Il relie la Grèce continentale au Péloponnèse, à l'endroit où 2,5 km séparent les deux rives. Située entre deux plaques tectoniques, la région est l'une des plus sismiques d'Europe. Aucun ingénieur sensé n'aurait choisi cet emplacement pour construire un pont. Malheureusement, c'était là où nous avions besoin d'un pont. Directeur du projet, Jean-Paul Tessandier a travaillé pendant plus de 5 ans avec Gilles de Maublanc, le responsable des travaux. Ensemble, ils ont dû imaginer des solutions inédites. La première difficulté, c'est la grande profondeur d'eau, 65 mètres. Nous ne sommes plus dans le domaine des ponts, nous sommes dans le domaine de l'offshore. Deuxièmement, les sols sont de mauvaise qualité. Troisièmement, il y a des failles qui continuent à s'activer et qui écartent les deux rives l'une par rapport à l'autre. Et pendant un séisme important, il peut y avoir un écartement brutal de plusieurs mètres. Lorsqu'on découvre finalement les données de cet ouvrage, il y a une forte tentation de dire on referme le dossier. Et puis on y prend goût quand même. Il y a une sensation, je dirais, de défi majeur. C'est-à-dire qu'on se dit mais il doit y avoir quand même une solution. Avec le directeur actuel du pont, Léa Bello va découvrir comment les ingénieurs ont réussi l'impossible. Waouh! Le voilà. Il est beau, il est tout fin, très aérien. On est au côté sud, au Péloponnèse. Il y a des millions d'années, les deux parties étaient reliées. Et après, tout doucement, avec des tremblements de terre et des failles tectoniques qui existent, le Péloponnèse a commencé à bouger vers le sud. Voilà. Avant la construction du pont, les voitures passaient avec des ferries et ça prenait entre une demi-heure et 1 heure pour traverser d'un côté à l'autre. On met combien de temps pour traverser? 5 minutes. 5 minutes en voiture. Ce pont haubané de 2252 mètres de long repose sur 4 couples de piles et pylônes longs de 163 mètres. 10 000 véhicules l'empruntent chaque jour. Maintenant qu'on est équipé, où est-ce qu'on va? On va commencer par aller en dessous d'un des pylônes. Okay. On va choisir le pylône le plus haut et le plus profond. D'accord. C'est le M3. Ok, c'est parti. Ici, le pont doit être capable de résister à des séismes de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Le principal défi consiste donc à concevoir des fondations suffisamment solides pour affronter les fureurs de la Terre. Mais dès les études préliminaires, les fonds marins se révèlent instables. Compte tenu de la nature des sols, la première idée qui vient, qui est une idée classique, c'est de dire les sols sont de mauvaise qualité, essayons de trouver des sols de bonne qualité en profondeur. Or, on s'est rendu compte après une analyse détaillée que le substratum rocheux se trouve probablement à plus de 1000 mètres de profondeur, donc c'était totalement irréaliste et déraisonnable. Et après moult recherches, nous avons trouvé un concept totalement innovant. À cause de l'extrême profondeur du socle rocheux, les ingénieurs abandonnent l'idée d'ancrer les fondations du pont dans les fonds marins. Ils décident de consolider le sol sous-marin au moyen d'une solution inédite.
Chacun des 4 énormes piliers repose sur un ensemble de 200 tubes en métal, ancrés dans le sol. Ces inclusions métalliques font 25 à 30 mètres de long et 2 mètres de diamètre. Ces tubes sont surmontés par un lit de gravier de 3 mètres d'épaisseur sur lequel reposent les fondations abyssales de l'ouvrage, appelées aussi en base. Les dimensions de ces semelles sont gigantesques. Chacune est divisée en 32 compartiments et s'étend sur 90 mètres de diamètre, soit l'équivalent d'un terrain de football. Ce sont les plus imposantes jamais réalisées au monde. Une vingtaine de minutes sont nécessaires pour descendre les centaines de marches permettant d'accéder au socle de l'ouvrage. C'est bon, on est arrivé là. Voilà. On est où là? On est au fond de la mer. Au fond de la mer. 64 mètres en dessous de la mer. Alors ça, c'est un record mondial, le pylône le plus haut, émergé si profond. Donc quand il y a un tremblement de terre, ça bouge? Ce qui peut se passer éventuellement, c'est avoir des petits glissements contrôlés au niveau entre l'interface du ballast et de la semelle inférieure. La pile, elle va absorber le mouvement en bougeant légèrement sur sa base. Sur sa base. Et de combien ça bouge? C'est quoi le maximum? C'est de l'ordre de dizaines de centimètres, c'est le maximum. Et ça, c'est le premier niveau d'isolation de la structure. D'accord. Il y a d'autres niveaux, du coup. Ah oui. On va aller les voir. Bien sûr. Allez. On fait une petite pause, on prend un peu de l'oxygène. Ah, c'est magnifique. On était en bas, là, dessous. Voilà, on était sous l'eau. Et là, au fond, du côté antérieur, c'était le chantier. Donc c'est là-bas que vous avez fait les embases du pont? Les embases, et ils ont été après attachés avec des grandes chaînes, et puis transportés sur place, remplis avec de l'eau. Et tout doucement, ça s'est fondé, et ça s'est assis au fond. Et à partir de cet endroit, ça a commencé la construction, ça veut dire ce mur par exemple, c'est la construction sur place. D'accord. Tout ça, voilà, ça, et jusqu'à la tête du pylône après. Le pont de Rion anti-Rion présente une particularité. Ses piles inférieures et ses pylônes supérieurs forment un ensemble solidaire d'un seul bloc de béton. Le tablier est quant à lui continu sur toute sa longueur. Il passe entre les pylônes et il est uniquement suspendu à 368 haubans. C'est un véritable tablier flottant. En cas de séisme, il peut ainsi se balancer. Mais afin qu'il ne risque pas d'heurter les pylônes, les ingénieurs ont dû là encore imaginer un système astucieux pour stabiliser l'ouvrage. C'est immense. Donc là, on est au-dessus de la pile, sous le tablier, et les pylônes, ils sont au-dessus de nous, tout en haut. Exactement. Et là, les grosses structures bleues, qu'est-ce que c'est? D'abord, commençons par le grand tube central. Ça, c'est un tube rigide qui tient la structure en transversale pour prendre le vent. Mais quand il y a un grand tremblement de terre qui ne peut plus être repris par ce bracon rigide, là, il y a un fusible là-dedans. Le fusible se casse, le petit tube est capable de rentrer dans le grand. Alors, il y a les 1, 2, 3, 4 amortisseurs se mettent en marche. Et c'est un peu comme les amortisseurs de la voiture quand on tombe sur un grand trou. Ils absorbent l'énergie. Donc, s'il n'y avait pas les amortisseurs, en cas de séisme, le tablier bougerait et ça casserait toute la structure. Sous chacun des 4 pylônes, le tablier est ainsi maintenu par ce système de fusibles et d'amortisseurs de 10 mètres de long. Plus de 400 appareils de mesure enregistrent en temps réel les mouvements du pont. Le 8 juin 2008, les ordinateurs s'affolent.
un séisme de magnitude 6,5 vient de frapper le sud du pays. Pendant le séisme qu'on a eu en 2008, ça s'est comporté très correctement. La connexion s'est cassée, donc le tablier a pu se balancer et il a été amorti par les amortisseurs en question. Donc on avait en fait un test grandeur nature du bien fondé de notre projet. Grâce aux amortisseurs, en cas de tremblement de terre, le tablier peut se déplacer latéralement de 3,50 m sans risquer la collision avec les pylônes. D'autre part, à cause des failles tectoniques, les deux rives s'éloignent de 6 mm par an. Et cet écartement peut être beaucoup plus important en cas de séisme. Dès lors, comment compenser ce mouvement tout en préservant le tablier? C'est quoi ce bruit là? Ça, c'est une voiture qui traverse le joint de dilatation. Le joint, c'est la partie que vous voyez qui relie les deux ponts. Le pont à Auban avec le viaduc d'approche. C'est comme un accordéon en fait. Ces joints de chaussée jouent un double rôle. Ils compensent la dilatation naturelle du tablier due aux écarts de température et assurent la continuité de la route en toutes circonstances. Ils sont les plus souples au monde et peuvent s'écarter jusqu'à 5 mètres. Cela permet de préserver la route, mais implique de remplacer entièrement le mécanisme en cas de séisme particulièrement violent. Réunion-Antirion, c'est quand même un projet hors norme. C'est un projet hors norme parce que c'est un projet qui est implanté dans un environnement hors norme. On a terminé fin juillet 2004, avant les Jeux Olympiques, et ce qui a permis à la flamme olympique de passer sur le pont, et ça a été une grande consécration. Avec ses 2252 mètres de tablier suspendus, le pont de Rion-Antirion détient alors le record du pont à Auban, le plus long du monde. Chaque ouvrage marque une victoire sur les éléments. Terre, eau et ciel. Et nombre d'entre eux revêtent un caractère d'exploit, renforcé par une condition d'objet unique. L'ultime étape de son enquête ramène Léa Bello dans le sud de la France. Dans la majestueuse vallée du Tarn, le viaduc de Millau a battu le record du pont de Rion-Antirion avec ses 2460 mètres de tablier multi-aubané, suspendu à 275 mètres de haut. Il a été construit pour délivrer Millau d'une malédiction, des embouteillages continuels. Mais pour détourner l'autoroute, il fallait établir un tracé capable d'enjamber l'une des gorges les plus profondes d'Europe, large de 2,5 km. Le futur pont doit donc non seulement être immense, mais il doit aussi résister à des vents de 200 km/h, le tout sans dénaturer le paysage. Michel Virlogeux est ingénieur de l'école des ponts et chaussées. Ce spécialiste de renommée mondiale est intervenu sur près de 200 ouvrages d'art au cours de sa carrière. Il est notamment le père du pont de Normandie et a participé à la conception du pont Vasco de Gama à Lisbonne. À Millau, la géographie complexe de la vallée a longtemps été un casse-tête pour l'ingénieur. Plusieurs tracés ont été envisagés parce qu'on a à franchir un réseau de vallées important. En fait, au départ, si nous n'avons pas tout de suite imaginé la solution haute, passant de plateau à plateau, c'est par une autocensure à cause de la hauteur des piles. Et c'est un ingénieur routier qui nous a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne restez pas au niveau des plateaux ?» Et là, du coup, on a dit « Mais on est idiots, il faut rester au niveau des plateaux. » Jamais des ingénieurs n'avaient construit aussi haut. Une fois le tracé défini,
son concepteur doit imaginer le profil le plus adapté au paysage. Mon idée a été qu'il fallait faire un pont au haubans à travées multiples. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour que l'ouvrage soit mince, transparent, eh bien, il faut des haubans. Parce que les haubans, c'est la structure la plus efficace pour porter les charges. Et ça permet aussi d'avoir des grandes travées, donc d'avoir peu de piles. Avec l'architecte anglais Norman Foster, l'équipe de Michel Virlogeux finalise les plans du viaduc pendant près de 10 ans. Les travaux débutent en 2001. Un chantier hors norme sur lequel a travaillé Marc Buonomo, ancien directeur des ouvrages d'art métallique pour le constructeur. Ce sont tout petits. Ouais, ce sont tout petits. Ça fait combien de mètres de haut? D'ici jusque là-bas en haut, 245 mètres. 245 mètres. C'est la plus haute pile du monde pour un pont. Avec 2460 mètres de tablier, le viaduc de Millau est l'un des plus longs ponts à haubans du monde. Il s'appuie sur cette couple de piles et pylônes, espacés de 342 mètres. Le pont culmine à 343 mètres de hauteur, plus haut que la tour Eiffel. Et en bas, ici, la largeur de la pile? La surface de l'embase, c'est la surface d'un terrain de tennis de 5 mètres d'épaisseur, tout en béton. Dessous, il y a 4 gros pieux de 18 mètres de profondeur et de 4 mètres de diamètre. Et le tout accroche cette pile dans la roche qui est dessous. Lors du chantier, les 7 piles sont construites en parallèle pour gagner du temps. À chacune est accolée une grue qui coule le béton par coffrage. Elle s'élève de 4 mètres tous les 3 jours. En décembre 2003, 2 ans après le début de la construction, les piles sont achevées. Chacune d'entre elles se divise en deux sur ses 94 derniers mètres. Une forme caractéristique qui n'a pas été choisie au hasard. Un ouvrage, même quand il est conçu pour avoir des formations limitées, un pont reste extrêmement souple. Il a fallu choisir les formes des piles et des pylônes pour que ce soit les piles et les pylônes qui permettent, par leur rigidité, de limiter les déformations, tout en permettant les dilatations longitudinales du tablier dues aux variations de la température. C'est pour permettre ces mouvements du tablier que les piles et les pylônes se séparent de fûts minces à leurs extrémités. Là, on arrive à P1. Impressionnant. Et c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. C'est donc la pile P1 qui s'ouvre à partir de 94 mètres en dessous du pont. Donc les deux voiles accompagnent le mouvement du pont l'été et l'hiver. C'est ça. L'été, le pont s'allonge du côté nord de 60 cm et en hiver, il se contracte de 60 cm. Et sans ces voiles, c'était impossible d'avoir cette dilatation. Aux extrémités du pont, ces déplacements, dus aux écarts de température mais aussi au vent, sont compensés par des joints de dilatation qui autorisent des mouvements de plus d'1 mètre. Merci. Bon, donc maintenant on rentre dans la culée C0. Et donc vous avez en face de vous l'extrémité nord du pont. C'est le tablier. Ça, c'est le tablier. Allez-y. Oula. C'est impressionnant. C'est un peu la colonne vertébrale du tablier. Oui. Et de part et d'autre, il y a l'autoroute. Il y a l'autoroute, il y a 2 fois 2 voies. Et donc ça fait 32 mètres. Le poids total de la structure, c'est 36 000 tonnes. Avec les pylônes? Avec les pylônes. Et ça fait un peu plus que 5 fois la tour Eiffel. C'est lourd. Et là, ça continue jusqu'à l'autre pile? Là, ça continue comme ça sur 2460 mètres. D'accord. 2 km 400.
L'ensemble du tablier a été construit au sol, dans des ateliers situés de chaque côté du pont. Au total, aidés par des robots, 150 hommes ont réalisé plus de 1000 km de soudure pour assembler la structure d'acier. Et cette structure, comment vous avez réussi à la mettre en place? Alors, pour la mettre en place, j'ai eu l'idée de la pousser. Donc, c'est pas un système de poussage traditionnel parce que les piles étaient tellement hautes. On a des piles qui font quand même 245 mètres pour la plus grande, extrêmement flexibles. Et donc, elles n'étaient pas capables de résister à un système de poussage traditionnel. Et donc, on a poussé le tablier sur des appareils de translation, les fameux translateurs. Chaque translateur est formé de 2 cales qui coulissent l'une sur l'autre au moyen de vérins. La première cale de levage coulisse sous la deuxième sur laquelle repose le tablier. Ce dernier est alors soulevé de 2 cm, il ne repose plus sur les piles et peut avancer. Une fois la position atteinte, la première cale coulisse à nouveau et le translateur reprend sa position initiale. Puis le cycle recommence pour faire avancer la route 60 cm par 60 cm. Grâce à ce système unique au monde, les sections nord et sud du tablier se rejoignent en mai 2004, après 15 mois de poussée. Afin d'éviter qu'il ne fléchisse sous le poids des véhicules, le tablier est relié aux pylônes au moyen de 154 haubans. Les plus longs mesurent 180 mètres et pèsent 25 tonnes. Hop, vous pouvez venir. C'est bon. Je suis. Ça, c'est P1? Ça, c'est P1. 90 mètres de haut, 700 tonnes. 700 tonnes, c'est fait en quel matériau? Ça, c'est un acier. Et on a fabriqué ce pylône sur la culée. On l'a amené jusqu'ici. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas construit directement? Parce que construire directement, ça prenait du temps. Donc il fallait construire là-bas, sur la culée, et faire comme les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont construit à Assouan les obélisques, et ils les ont mis à la verticale, terminé, tout fini à Luxor. Donc ici, c'est pareil. Pour mettre les pylônes à la verticale, les ingénieurs se sont inspirés de techniques ancestrales en mettant au point un système de levage sur mesure. Le constructeur, il doit connaître toutes les techniques depuis au minimum 4000 ans. Que ce soit les constructions égyptiennes, les constructions romaines, les constructions du 19e siècle, les constructions du 20e siècle. Quand on mélange le tout, on arrive à construire des grands ouvrages sur cette grande lignée de la construction des hommes. Donc c'est un mélange d'histoire et de technologie. Après seulement 3 années de chantier, fruit du travail de près de 600 hommes, l'ouvrage se dresse majestueusement au-dessus de la vallée du Tarn. Il est inauguré le 14 décembre 2004 par le président Chirac. Un souvenir encore vif pour Michel Virlogeux. Je veux dire, ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait souffler, c'est quand Chirac est descendu de la voiture, il a regardé le pont, il a fait « Oh !» Et ça, je dirais que c'était super. Plus de 10 ans après sa construction, le viaduc détient encore le record de la pile la plus haute du monde. Mais en une décennie, bien d'autres limites ont été franchies. Récemment, les ingénieurs ont ainsi réalisé de nouvelles performances. Avec des pylônes espacés de 1408 mètres, le record de portée haubanais revient au 3e pont sur le Bosphore, conçu par Michel Virlogeux à Istanbul. La Chine a quant à elle battu le record de hauteur
avec un pont culminant à 565 mètres au-dessus de la rivière Beipan. Alors, existe-t-il des frontières infranchissables ? Je ne sais pas jusqu'à quand on repoussera la limite. On pourrait envisager effectivement des portées de plus en plus importantes, mais il faudrait à ce moment-là changer de matériaux. C'est-à-dire que les matériaux traditionnels, le béton ou même l'acier pour des grandes structures, des grandes portées, pèsent trop lourd. Un pont suspendu, un câble de suspension en acier, si vous voulez, il a une limite, c'est qu'à partir d'un moment, il n'est plus capable de porter son propre poids. Donc là, de toute façon, on s'arrête. Ça continuera à évoluer, mais je ne vois pas à court terme de révolution fulgurante. Avant d'ériger des ponts encore plus grands, les ingénieurs devront sans doute mettre au point de nouveaux matériaux, sans pour autant se départir des principes fondateurs qui font la singularité de ces ouvrages d'art. L'esthétisme et l'efficacité, il faut les deux. Et cela me conduit à rappeler les principes de Vitruve, qui datent de 2000 ans, qui sont utilitas, firmitas, venustas. Utilitas, d'abord, c'est l'utilité. Un pont, ça doit servir à quelque chose. Firmitas, c'est la résistance. Évidemment, le pont, il doit tenir, mais il doit aussi être durable. Et puis venustas, c'est la beauté, c'est l'élégance. Nombreux sont les architectes et ingénieurs à rêver les ponts du futur. Ils imaginent des structures qui ne sont pas simplement des passages, mais de véritables lieux de vie. C'est le cas du projet Garden Bridge sur la Tamise à Londres. Long de 366 mètres, ce pont devrait offrir 6000 mètres carrés d'espace vert aux citadins. En France, l'architecte et ingénieur Marc Mimram repousse lui aussi les frontières en concevant des passerelles et des ponts habités qui rappellent ceux du Moyen-Âge. Nous, on ne crée pas simplement des liens fonctionnels, mais on crée des lieux de partage. Et il s'avère qu'en fait, on a regardé la structure comme un lieu qu'on pouvait habiter, être à l'intérieur de cette structure. Avec l'étude Habiter les ponts, Marc Mimram a ainsi proposé différents projets d'ouvrages d'art dans le monde entier, de Shanghai à Moscou, en passant par New York. On a réalisé ces projets de ponts habités sur la Hudson River à New York. On s'est dit que dans la grande largeur du fleuve, on pouvait installer des parties d'espace public. Il ne s'agit pas de liens éphémères qu'on parcourrait le plus rapidement possible, mais de lieux de résidence. Il s'avère qu'à chaque fois qu'on crée un ouvrage, on crée un ouvrage spécifique pour cet endroit. Le meilleur pont, c'est le pont qu'on ne peut pas déplacer. C'est la solution locale la plus évidente.